probablement l'anthropologue français le plus connu, bien sûr chez nous, et puis, mais aussi en Amérique du Sud et en Grande-Bretagne. Et en revanche, sa présence est nettement moins évidente aux États-Unis, et ça, c'est intéressant parce que ça nous parle de son rapport au culturalisme américain. Il est parvenu, au fil des ans, à imposer un nouvel horizon à la discipline en remettant en cause la césure radicale qui séparerait la culture de la nature. Selon lui, dans de nombreuses cultures à travers le monde, y compris la nôtre dans certains contextes, la société n'est pas seulement composée de nous, les humains, mais intègre également les animaux, les plantes, les outils, voire, mais c'est plutôt la théorie de Latour, de notre collègue regretté de Bruno Latour, voire les machines. En bref, potentiellement toutes les entités du monde. Donc, nous entretenons toutes sortes de relations sociales avec ces non-humains. Donc, comme je viens de le dire, Descola partage cette idée ou ce paradigme, le défend solidairement avec Bruno Latour qui vient de nous quitter, et il a aussi pour correspondant ou interlocuteur privilégié le Brésilien Eduardo de Castro, d'une part, et l'anglais Tim Ingold d'autre part. Et ce panel de personnalités, d'intellectuels peut représenter en quelque sorte les héros du tournant ontologique. Descola se réclame volontiers de l'héritage de Lévi-Strauss, ce qui est pour le moins paradoxal, car on l'aura compris, la prolifération des non-humains, dotés de nombreux attributs partagés avec les humains, renvoie peu ou prou, mais finalement plutôt prou que peu, à une remise en cause de la dichotomie entre la nature et la culture, qui fut la pierre angulaire de la pensée lévi-straussienne, du moins depuis les structures élémentaires de la parenté. Qu'il s'agisse de l'échange des femmes et de la prohibition de l'inceste qui en est le corollaire, de la faculté propre aux humains de catégoriser, celle enfin de décrire le monde dans ses moindres détails par le biais des mythes, donc un certain niveau de la parole, on voit bien que c'est là le nœud même du structuralisme lévi-straussien. Car au fond, les mythes sont engendrés par un double régime cognitif, l'inversion, et ce qui a largement échappé d'ailleurs à l'exégèse classique de l'œuvre de Lévi-Strauss, les glissements entre codes. Or, ces codes renvoient au grand registre de la nature, l'astronomie, la zoologie, la botanique, l'anatomie, peut-être la sociologie. Donc, Lévi-Strauss, si vous voulez, suggère, dans un mouvement proprement kantien, que ces grands ordres s'imposent à notre entendement. Voilà, et donc il y a bien cet entendement, c'est celui qui fonde notre rapport à la nature comme un rapport d'extériorité, comme quelque part, puisque la nature nous impose des cadres de pensée, mais pour la pensée elle-même. Donc c'est bien dans une relation de miroir, en quelque sorte, que nous sommes par rapport à elle, avec un décalage d'échelle, bien entendu. Donc voilà. Au fond, donc si on revient à Descola maintenant, c'est probablement à ce carré des ontologies que Lévi-Strauss que Descola peut le plus facilement, si vous voulez, revendiquer une sorte de filiation avec Lévi-Strauss, puisque ce carré des ontologies renvoie ou évoque furieusement la fameuse table des permutations qui est au cœur du totémisme aujourd'hui, qui, je vous rappelle, est cette table de permutations qui permet en quelque sorte de montrer que le totémisme classique de l'anthropologie devait s'intégrer dans un cadre plus large de relations entre la nature, la culture, les individus et les personnes, les groupes sociaux et les espèces par ailleurs. Je pense que vous avez tous en tête cette démonstration qui reste un grand moment de l'esprit. Dans par-delà nature et culture, donc, Descola défend qu'il y a toujours dans la lignée lévi-straussienne, qu'il y a une structure universelle de l'esprit humain,
Et il se trouve que celle-ci se montre dans sa capacité à concevoir la réalité extérieure selon 4 ontologies distinctes. Ces 4 ontologies, je les rappelle, c'est l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Ces 4 ontologies se manifesteraient selon un dosage différentiel dans toutes les cultures qu'étudient les ethnographes. Mais cette différenciation du dosage de chacune des ontologies explique en quelque sorte la diversité des cultures et donc renvoie à ce que les scolaires, avec pas mal d'esprit poétique, là pour le coup, appellent l'infinité des mondes. En n'étant pas personnellement philosophe, je ne suis pas totalement assuré de ce que signifie chez Descola une ontologie. Mais disons que je comprends la notion comme ce rapport qui prévaudrait entre la nature profonde d'une entité et la mise en œuvre par l'être humain d'un dispositif cognitif propre à l'appréhender comme être au monde, cette entité. De ce point de vue-là, si vous voulez, il me semble que le schéma descolien découle d'abord d'une sorte de déclinaison phénoménologique, mais s'affranchit justement complètement de ce qui, chez Lévi-Strauss, était le point de contrebalancement à la phénoménologie et à la sensibilité immédiate, comme il est dit, c'est justement cet esprit, notre esprit, si on suit la lecture que donne Lévi-Strauss de Kant, serait donc imprégné de ces grands ordres de la nature, et serait donc modelé par ces grands ordres de la nature, donc pour lire en quelque sorte l'extériorité du monde. Descola a introduit en revanche le terme de physicalité pour parler de l'apparence des entités et d'intériorité pour désigner ce qui, dans ces entités, n'est pas visible, mais pressenti comme un principe agissant de l'entité en question, en gros son psychisme. Il croise donc, en fait, reprenant le thème de la table des permutations, qui l'emprunte à Lévi-Strauss, il croise donc une première opposition qui concerne la présomption d'identité. On présume qu'il y a une identité entre nous et les entités du monde. Et puis après, il y a un principe de différenciation. C'est différent de nous. Donc, dans un premier temps, le premier critère, c'est pareil à nous les humains. Et le deuxième critère, c'est différent de nous. Donc, c'est à partir de cette double entrée, en quelque sorte, qu'il peut construire son schéma. Donc, je vous le rappelle rapidement. L'animisme, dans l'animisme, si vous voulez, les êtres autres que nous, donc les non-humains, comme le dit Descola, sont en apparence différents des humains, mais au fond, ils sont similaires. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont susceptibles d'avoir les mêmes capacités psychiques. Donc, extériorité de l'apparence et similitude de l'intérieur. Le totémisme, c'est qu'en dépit de certaines variantes dans l'apparence, en fait, il y a une continuité très profonde de l'apparence et de l'intériorité. C'est-à-dire que dans le totémisme, on reviendra sur sa critique tel qu'il le voit, mais il y a quelque chose qui est assez vrai en ce qui concerne le totémisme australien, du moins, il y a une continuité qui est supposée entre les êtres et les humains. Il y a une solidarité en quelque sorte qui se désigne et qui concerne aussi bien l'apparence que l'intériorité. C'est-à-dire que dans le totémisme, selon Descola, au fond, il y a une sorte de fusion entre les humains et ce qu'il appelle les non-humains. Au fond, on les voit comme nous. Et on sait qu'ils sont comme nous. On reviendra là-dessus. L'analogisme, c'est selon Descola, c'est donc on a des entités du monde qui partagent en apparence un trait commun, alors même qu'on sait qu'ils ont une intériorité distincte.
Et cette apparence similaire, partielle mais similaire, permet en quelque sorte, pour Descola, de construire un système dualiste, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple, le corbeau et le loup se ressemblent comme des prédateurs inlassables, mais l'un appartient au domaine aérien et l'autre au domaine terrestre. Donc l'analogie, c'est on fait l'analogie entre le loup et le corbeau parce qu'ils sont similaires dans leur instinct de prédation. Mais enfin, on va quand même faire la différence entre eux parce qu'il y en a un qui est céleste et l'autre qui est terrestre. Et à partir de là, on peut construire, on peut alimenter en quelque sorte une logique dualiste avec une mise en correspondance et une mise en différence, en quelque sorte. C'est ça le fondement de l'analogisme selon Descola. Et enfin, bon, évidemment, ce qui est le plus facile, le naturalisme, dans lesquels chaque espèce, voire même chaque entité du monde, possède une irréductible singularité, n'ont rien à voir avec nous, ni en apparence, ni en ce qui concerne leur intériorité. Donc, à la différence des physicalités, répond la différence des intériorités. Chaque entité du monde est enfermée sur elle-même, en quelque sorte, et est juste destinée à être décrite par le botaniste, par le zoologiste, par le scientifique. Il y a donc, à la différence des trois autres formules, une discontinuité radicale entre nous et les autres entités du monde. Alors que dans les trois autres formules, comme je viens de le dire, il y a une continuité, il y a une possibilité de continuité, qu'elle soit sur le plan de l'apparence ou que ce soit sur ce que l'on suppose être son fort intérieur agissant. D'où, d'ailleurs, ça s'explique, l'introduction dans le vocabulaire anthropologique de l'expression des non-humains, car ces non-humains, ce sont ceux qui, au fond, ne sont pas si différents des humains, dès lors que l'on s'affranchit de la métaphysique occidentale qui, en quelque sorte, coupe les ponts entre nous et les autres entités du monde. De ce point de vue-là, Descola reste fidèle à la tradition de l'anthropologie classique, qui s'attache à rendre compte en même temps de l'universalité de la nature humaine et du très grand nombre des cultures locales qui apparaissent comme une sorte de différenciation, puisque comme on l'a vu, avec une sorte de gradient des quatre ontologies, il arrive en quelque sorte à traduire ou à restituer chaque culture locale. Sachant quand même que dans certaines d'entre elles, une ontologie domine suffisamment les autres, voire les écrase complètement, pour en quelque sorte devenir l'emblème de ce type d'ontologie, au risque d'être redondant. Donc l'animisme se trouve surtout bien représenté en Amazonie ou en Sibérie, le totémisme chez les Ojibwa d'Amérique du Nord et en Australie, l'analogisme en Chine et en Mésopotamie, et le naturalisme, enfin, en Occident, depuis le XVIIe siècle. Alors, la théorie de Descola présente pourtant, pour anthropologue, je crois qu'il soit lévi-straussien ou pas, quelques difficultés. La première, c'est qu'elle rétablit d'emblée le grand partage. Le naturalisme caractérise exclusivement l'Occident, au fond. Bien qu'il y ait quelques mots, un peu de relativisation, pour relativiser un peu cette leçon, c'est quand même très, très net dans son propos. Déjà, on pourrait lui faire la remarque, au fond, oui, mais le naturalisme, tel qu'il le décrit, ne date pas du XVIIe siècle comme il le soutient, mais il est déjà très prégnant chez les Grecs, chez Aristote notamment. L'histoire naturelle de Aristote sont œuvres de naturalistes. Donc c'est déjà un peu d'ailleurs un peu étrange de la part d'un philosophe de faire apparaître, surgir le naturalisme
au XVIIe siècle en Occident. Deuxième, et c'est dans la lignée du premier, c'est que l'opération de Descola exige en quelque sorte une totale dérégulation géographique. Pourquoi la Chine et le Mexique se retrouveraient dans le même panier, celui de l'analogisme? Et si l'on admet que l'animisme est très répandu, même chez nous, je prête personnellement à mon chat une vie intérieure très remplie. Il est clair que pour Descola, l'animisme s'assimile à l'Amazonie, et comme on l'a dit d'ailleurs à la Sibérie. L'animisme, au fond, on peut dire qu'il est pratiquement partout, où il est vraiment extrêmement répandu. Comme d'ailleurs l'analogisme, qui serait, dans la théorie de Descola, principalement représenté, manifesté en Chine et en Mésoamérique. Drôle d'association. Le totémisme, quand on totémise, selon Descola, il se trouve uniquement en Australie et aussi dans une toute petite tribu d'Amérique du Nord, les Ojibwa. Oui, l'espèce d'une certaine incohérence. Pourquoi un phénomène voilà, se trouverait juste en Australie et puis il y aurait juste un petit représentant isolé comme ça à l'autre bout de la planète qui serait les Ojibwa. En réalité, si vous voulez, en résumé, ce sera ma critique alors personnelle, hein, c'est que l'anthropologie de Descola ignore ce que moi j'appelle des méga-aires culturelles et que j'ai essayé de développer dans les livres précédents, que ce soit dans La parole à la substance ou Avant le genre. Et donc, j'avais essayé de montrer que, un peu bien sûr dans la lignée de Lévi-Strauss, mais que la leçon lévi-straussienne qui aurait une unité culturelle pour l'Amérique, on pouvait aussi la considérer pour d'autres régions du monde, notamment l'Australie, avec d'autres parties du monde où effectivement la notion de méga-aire culturelle est plus problématique à définir, mais on peut avoir l'intuition que ça existe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas complètement ignorer une généalogie de l'humanité et de sa répartition géographique à travers le monde. Et là, j'insiste, hein, le totémisme australien n'a rien à voir avec celui des Ojibwa. Il est, à mon sens, hein, c'est quelque chose que j'avais essayé de développer dans le livre Avant le genre, où il y avait toute une partie consacrée à l'Australie. Il est plutôt l'expression d'une perception globale du monde sous le régime de la symbiose. Pour les Australiens, il y a des chaînes parallèles et exclusives d'affinité et de solidarité entre espèces animales. Il y a des concaténations, en quelque sorte, d'espèces animales et végétales qui sont liées entre elles, qui sont liées ensuite à des humains, des titulaires, des responsables de clans. Et voilà. Alors que chez les Ojibwa, on a au contraire un dispositif électif entre une espèce animale et ce tantôt avec un groupe, c'est le totémisme clanique classique, tantôt avec un individu, c'est ce qu'on appelle le totémisme individuel, je trouve qu'on parle comme ça et ça correspond tout à fait à ça, mais qu'on peut tout à fait rattacher à une forme d'animisme. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un totémisme individuel, une relation particulière entre un individu et une espèce animale, bien souvent, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'animisme, c'est-à-dire de quelque chose où on a une relation et on discute, on parle, on échange avec cette espèce animale, en quelque sorte. Et par ailleurs, pour revenir à l'Amérique, et là je crois qu'il y a un grand malentendu entre Descola et Lévi-Strauss, enfin, moi du moins, c'est qu'en fait en Amérique, le dualisme est premier, il s'exprime partout, il s'exprime dans les relations sociales avec des systèmes à moitié, il s'exprime dans les nomenclatures de parenté, il s'exprime dans les rituels, toutes choses que j'ai essayé de montrer dans mes ouvrages. Donc on ne voit pas très bien pourquoi il y aurait une sorte de relation privilégiée entre l'analogisme et le dualisme.
tel que le soutient Descola, dans la mesure où, au fond, on peut dire que l'analogisme est un processus mental partagé et donc sa relation privilégiée ou qui serait la clé d'explication du dualisme ne nous convainc pas du tout. Je pense que vous, les sémioticiens, vous pouvez certainement avoir la capacité de voir dans l'analogisme quelque chose de très, très, très répandu à travers les cultures humaines, et donc ça me paraît un peu arbitraire de la rattacher au dualisme. Et d'ailleurs, pour finir un peu dans la même veine, on pourrait montrer que l'analogisme mexicain, qui se caractérise surtout par ce qu'on appelle le nagualisme. Alors, le nagualisme au Mexique et dans toute la Mésoamérique, c'est l'idée que chaque humain a une sorte de double, et soit son double vivant, soit potentiellement un double eschatologique, soit c'est un peu ce qui inspire à Descola ses analyses sur l'analogisme qui relève plutôt du dédoublement, dans ce cas de figure d'ailleurs. Et en fait, on pourrait montrer par un système de transformation, tel que l'entend Lévi-Strauss, que, par exemple, le totémisme individuel, où on trouve dans toute l'Amérique du Nord, où vous avez un individu qui a une relation particulière avec une espèce animale, peut se transformer dans une relation particulière avec une espèce humaine, qui est une sorte de double de soi, une espèce d'espèce humaine qui est déjà dans l'eschatologie, mais qui est en fait en relation particulière avec chaque individu. On passerait, si vous voulez, d'une référence animale à une référence pseudo-humaine. Et bon, là, ça renvoie à l'idée de l'humain, mais de façon beaucoup plus précise que le désir Descola. En bref, Descola américaniste déconstruit l'un des principaux enseignements de Lévi-Strauss, et que certains, comme moi, cherchent à perpétuer, c'est l'unité culturelle profonde de l'Amérique. Il me semble qu'au fond, pourtant c'est lui-même, et Descola est un américaniste, hein, il me semble au fond que ces autres incursions dans les autres aires culturelles sont tout aussi opportunistes, car il ne s'embarrasse guère du niveau intermédiaire qu'il y a entre la culture locale et le niveau universaliste. Et ça, c'est un péché qu'il partage avec beaucoup d'anthropologues. Il y a une espèce de paradoxe dans l'anthropologie, surtout l'anthropologie française, c'est que nous sommes américanistes, nous sommes océanistes, nous sommes africanistes, mais en réalité, ce label, qui est un mode de classification, disons, professionnelle, n'a chez beaucoup de mes collègues aucune incidence intellectuelle. C'est-à-dire que les gens ne se préoccupent pas de ce que c'est que l'américanisme, ce que c'est que l'Amérique. Ils sont américanistes parce qu'ils ont fait du terrain au Mexique ou au Brésil. Donc, cette critique, si vous voulez, dépasse Descola. Je ne voudrais pas non plus trop l'accabler de ce point de vue-là. Alors, la dernière difficulté que je vois, elle réside dans sa mise à l'écart total du phénomène linguistique. Lisons un passage de l'introduction de son dernier livre, Les formes du visible, où il relate son tout premier contact avec les Achuars, hein, les Indiens chez lesquels il va faire du terrain. On a tous nos Indiens, donc ceux d'Escola, c'est les Achuars. Et alors le texte est intéressant, comme je le dis. Alors, au contact des Achuars, premier contact, le contact, ça lui inspire cette réflexion, évidemment réécrite 40 ans plus tard. Alors, il perd la part des choses. Mais le concept même de société, cette hypostase par référence à laquelle nos sciences si singulières s'identifient, décrivait bien mal un assemblage d'humains, d'animaux, de plantes, d'esprits, dont le commerce quotidien faisait fi de la barrière des espèces et des différences de capacité entre les êtres. Vous avez le programme ontologique qui est décliné là, dans ces quelques phrases. Tous les niveaux analytiques que l'on m'avait enseigné à distinguer étaient ici mélangés. Les activités économiques étaient religieuses de part en part,
l'organisation politique ne transparaissait pas que dans les rites et la vendetta, l'identité ethnique était évanescente et reposait pour l'essentiel sur la mémoire des conflits. De sorte qu'il me fallut imaginer un monde de description qui rendit justice et donna cohérence à ce tohu-bohu ethnographique sans emprunter les voies habituelles. Très bien. Mais quid de la langue? Il n'est pas perturbé par la langue des Achois. Je suis prêt à parier qu'elle est très perturbante, la langue des Achois, et qu'elle participe autant aux activités économiques qu'aux activités religieuses, et qu'au conflit et qu'à l'affirmation de l'identité ethnique. Donc, il y a une évacuation totale du problème de la langue dans ce texte assez fouillé, qui rend compte de la complexité non pas tant, à mon avis d'ailleurs, d'une situation ethnographique, mais plutôt d'une réalité d'une culture autre. Donc, la langue, la parole, n'est purement et simplement pas mentionnée comme problématique par Descola, à la différence de tout le reste. Tout est problématique sauf la langue. Et de fait, dans tous ces travaux, la langue occupe une place minimale. Explication. La langue occupe une place minimale. Et pourtant, on pourrait reconstruire le schéma des 4 ontologies sous l'égide d'une théorie du langage. Car au fond, l'animisme est une sorte de métaphore, en ce sens que le langage animal est conçu comme un langage humain. Le totémisme est un principe de métonymie généralisée. L'analogisme relève de la partie pour le tout. Et en fait, en définitive, le naturalisme relève de l'exclusivité du langage, l'exclusivité humaine du langage. Mais laissons là cette perspective analytique pour d'autres critiques, pour d'autres travaux, et arrivons à la conclusion. Ce qui nous sépare des autres entités qui se rencontrent dans la nature, c'est bien, quoi qu'on le dise, la parole, le langage articulé. Lévi-Strauss vient d'insister là-dessus, à la suite, évidemment, de Rousseau. Et l'autre leçon de Lévi-Strauss, à côté de celles nombreuses en américanisme, c'est bien que le modèle heuristique de la langue précède tous les autres. Puisque l'analyse structurale des mythes, et même d'ailleurs la question de l'échange des femmes, se ramène à un problème linguistique. La femme est comme un signe linguistique et il permet la relation. Et de la même façon, donc, les mythes s'interprètent comme des phonèmes. En dépit de tous les efforts pour faire que nous ne soyons pas si différents de nos frères les non-humains, si nous pouvons leur parler et s'ils nous comprennent jusqu'à un certain point ce que nous leur disons, ils restent muets, du moins sur la scène de la phénoménologie ordinaire. Les Indiens d'Amazonie ou du Grand Nord et de très nombreux autres peuples exotiques traditionnels en sont particulièrement conscients, qui s'efforcent de toutes pièces de créer des cernes rituelles spécifiques afin de donner la parole aux non-humains, afin de donner la parole à ces autres entités du monde. Mais construire une scène rituelle, une scène pour laisser les entités du monde qui ne sont pas nous parler, c'est un geste éminemment culturel. C'est-à-dire que nous dominons, nous sommes dans une position, et si nous faisons tous les efforts possibles pour combler le fossé ontologique entre nous et les autres espèces animales, les autres espèces de nature, c'est que ce fossé est bien là. Et c'est plus ou moins à notre main, avec plus ou moins d'efficacité, qu'on s'efforce, en quelque sorte, de le combler. Donc, du coup, Descola, si vous voulez, il fait l'impasse sur la question du langage. Et c'est à ce prix-là qu'il peut
considérer qu'il y a des continuités entre nous et les autres. C'est à ce prix-là, il faut bien le dire, qu'il réhabilite l'animisme. Et parce qu'au fond, l'analogisme n'est pas très pertinent, son analyse de totémisme chez lui est aussi un peu bancale, donc il nous renvoie vraiment à l'opposition entre naturalisme et animisme. Il nous renvoie cette vieille opposition entre ces deux façons de voir le monde. Et du coup, il faut se souvenir que toute l'œuvre de Lévi-Strauss a été contre Lévi-Brun. Lévi-Strauss n'a cessé d'écrire contre Lévi-Brun. Et c'est tout à fait étrange de voir chez un disciple déclaré de Lévi-Strauss une réhabilitation du paradigme lévi-brunien de façon aussi pas éclatante. C'est Frédéric Kay qui le fait de façon éclatante. C'est le disciple de Descola qui le fait de façon affirmée, mais quand même de façon assez manifeste. Voilà ce que je pourrais vous dire.